La bicyclette gisait là, abandonnée sur le chemin de terre, sa roue avant tordue dans l'herbe haute. Le soleil de juillet, implacable, n'éclairait plus que le vide. Aucune âme aux alentours, juste le chant lointain des mouettes et le murmure des vagues sur une plage déserte. Les rires, eux, s'étaient évanouis. C'était l'été 1975, à Saint-Malo. Un été de tous les possibles, où la jeunesse de Claire, Étienne et Marianne semblait promise à l'éternité. Mais un après-midi, cette promesse s'est brisée, et avec elle, la tranquillité d'une petite ville côtière. 3 amis, partis pour une excursion banale, n'ont jamais regagné leur foyer. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez-le en commentaire. Voici l'histoire de ce qui aurait dû être un simple après-midi d'été, mais qui sombra dans l'un des mystères les plus persistants de l'histoire criminelle française. En cet été 1975, Saint-Malo s'épanouissait sous un soleil généreux, offrant à ses habitants et à ses touristes une atmosphère de sérénité. Les remparts ancestraux de la cité corsaire veillaient sur une vie paisible, rythmée par les marées et les rires des enfants sur le sable. C'est dans ce décor idyllique que se mouvait un trio inséparable. Claire Moreau, 19 ans, dont l'appareil photo argentique était une extension naturelle de sa main, capturant l'essence des moindres détails. Étienne Durand, 21 ans, étudiant en architecture à Rennes, protecteur et cartésien, qui voyait le monde à travers des plans et des perspectives. Et Marianne Lefebvre, 20 ans, la ballerine au port délicat, mais dont l'esprit aventureux la poussait souvent à briser la routine. Le 19 juillet, après un déjeuner familial baigné de lumière, le trio décida d'une excursion impromptue. Marianne, avec son énergie contagieuse, avait suggéré une plage isolée, un lieu moins fréquenté que les plages touristiques, où le sable vierge promettait un cadre idéal pour les croquis d'Étienne et les prises de vue de Claire. Le lieu exact n'était pas précisé, mais ils évoquèrent une crique sauvage à quelques kilomètres à l'ouest, connue des locaux mais difficile d'accès. Vers 14 heures, les 3 jeunes quittèrent leurs domiciles respectifs, leurs adieux se fondant dans la banalité de l'après-midi. Claire embrassa sa mère, Suzanne Moreau, lui promettant de ne pas rentrer trop tard. Étienne salua ses parents, Henri et Margot Durand, avec un geste de la main avant d'enfourcher sa bicyclette, Marianne et Claire marchant à ses côtés, riant déjà des aventures à venir. Personne n'aurait pu deviner que ces images d'insouciance seraient les dernières. À mesure que les heures s'écoulaient, une première vague d'inquiétude commença à poindre. Suzanne Moreau, familière des habitudes de sa fille, sentit un malaise grandir à la tombée du jour. Claire, malgré son esprit artistique, était ponctuelle et prévenait toujours en cas de retard. Le silence de son téléphone fixe devint pesant. Vers 20 heures, elle appela les parents d'Étienne et de Marianne. Les mêmes interrogations sans réponse. La mer montait, le vent soufflait, et les ombres s'allongeaient sur Saint-Malo, enveloppant la ville d'une anxiété palpable. La préoccupation initiale laissa place à un sentiment de panique latente. À 22 heures, Jean-Pierre Moreau, le père de Claire, lança les premières recherches informelles. Il mobilisa des amis pêcheurs, connaisseurs des criques et des sentiers côtiers, mais l'obscurité et les difficultés du terrain rendaient toute progression aléatoire. La nuit devint longue, ponctuée de coups de téléphone fiévreux et d'allers-retours anxieux le long des routes menant aux plages. Au lever du soleil, le 20 juillet, l'absence prolongée des 3 jeunes fut officiellement signalée à la gendarmerie. Le commissaire Alain Roche, un officier de 38 ans à la réputation de méticulosité, fut chargé de l'enquête. Les premières hypothèses variaient entre un accident de baignade, une chute le long des falaises, ou, pour les plus pessimistes, un enlèvement. Roche mobilisa immédiatement ses équipes. Des patrouilles terrestres furent déployées le long de la côte, des plongeurs examinèrent les fonds marins autour des plages isolées, et des pêcheurs locaux ratissèrent la Manche, leurs filets ramenant seulement le vide. Les médias locaux s'emparèrent rapidement de l'affaire, affichant les visages souriants des 3 jeunes disparus. Le premier indice concret, et aussi le plus déroutant, fut découvert en milieu de matinée. À environ 5 kilomètres de Saint-Malo, sur une petite route menant à des chemins de campagne bordant la zone que les jeunes avaient évoquée, la bicyclette d'Étienne fut retrouvée. Elle gisait sur le bas-côté, légèrement enfoncée dans l'herbe, sa roue avant désaxée. Il n'y avait aucun signe de collision ni de lutte évidente. La bicyclette semblait simplement avoir été abandonnée. Sa découverte, loin de clarifier la situation, l'amplifia. Elle démentait l'hypothèse d'une noyade immédiate sur la plage isolée, car le vélo n'avait pas atteint sa destination. Les jours se transformèrent en semaines, et l'enquête du commissaire Roche progressait dans un brouillard d'incertitude. Les interrogatoires de voisins et de témoins n'apportaient aucune piste solide. Personne n'avait vu les jeunes au-delà de leur départ de Saint-Malo.
Les familles s'épuisaient dans l'attente. Jean-Pierre Moreau continuait à scruter l'horizon, hanté par l'idée d'un naufrage. Henri Durand, le père d'Étienne, un homme rigide et pragmatique, commença à s'accrocher à la théorie d'une fugue, d'un départ planifié vers Paris, une idée qui lui apportait une honte sourde autant qu'une angoisse lancinante. Margot Durand, l'épouse d'Henri, plus spirituelle, affirmait quant à elle ressentir la présence de son fils, refusant l'idée de sa mort. Pierre Lefebvre, le père de Marianne, armé de l'opiniâtreté du charpentier qu'il était, menait ses propres recherches dans les vieilles fermes abandonnées des environs, convaincu que la vérité se cachait sur terre. Sa femme, Colette Lefebvre, profondément religieuse, était tourmentée par des rêves récurrents où sa fille l'appelait à l'aide. Le cas des 3 jeunes disparus de Saint-Malo devint une affaire nationale. Les journaux français publiaient des articles quotidiens sur l'angoisse des familles, les spéculations foisonnaient. Malgré l'ampleur des recherches, aucune trace, aucun objet, aucune empreinte digne de ce nom ne fut découverte. La bicyclette restait l'unique pièce à conviction, silencieuse et énigmatique. L'épuisement gagna les enquêteurs et les bénévoles. La ville de Saint-Malo, autrefois symbole de quiétude, sombrait sous le poids d'un mystère qui refusait de livrer ses secrets, laissant les familles dans un purgatoire d'incertitude, suspendues entre l'espoir et le désespoir. Le temps, qui d'ordinaire panse les plaies, semblait s'être figé sur Saint-Malo. Les semaines s'étirèrent en mois, puis en années, sans que le mystère des 3 jeunes disparus ne se dissipe. L'intensité des recherches initiales, menées avec un zèle fébrile, s'affaiblit progressivement, cédant la place à une lourde résignation. Le commissaire Alain Roche, confronté à l'absence de toute preuve tangible, aucun corps, aucune scène de crime définie, pas même une empreinte décisive, se heurta à un mur infranchissable. Malgré ses efforts consciencieux et ses intuitions d'enquêteur aguerri, les ressources limitées de l'époque ne permirent pas de percer le voile de silence. En 1976, après de longs mois d'investigations infructueuses et de dossiers empilés, l'affaire fut officiellement classée sans suite. Cette décision, inévitable faute de nouveaux éléments, laissa une tache indélébile sur la carrière du commissaire Roche, le marquant d'une impuissance qu'il ne parvint jamais à effacer avant sa mort en 1998. Pour les familles, ce classement ne signifiait pas la fin, mais le début d'un calvaire de 5 décennies, un purgatoire d'incertitude qui rongeait chaque jour. Jean-Pierre Moreau, le père de Claire, ce pêcheur au visage buriné par le vent marin, porta en lui une culpabilité silencieuse et lancinante. Il n'avait jamais pardonné de ne pas avoir insisté pour que sa fille reste à la maison ce jour-là. Son quotidien se transforma en un rituel solitaire, ses filets jetés dans l'océan, son regard constamment rivé sur l'horizon, comme s'il espérait y apercevoir le retour inespéré de sa fille, ou à défaut, une explication que la mère aurait pu lui livrer. Suzanne Moreau, la mère de Claire, refusa catégoriquement d'abandonner. Elle maintint la chambre de sa fille intacte, un sanctuaire figé dans le temps, et s'accrocha à l'intime conviction que quelque chose de plus sinistre qu'un simple accident s'était produit. Sa certitude, une sensation viscérale, défiait la logique des faits et laissait planer une angoisse sourde. Henri Durand, le père d'Étienne, un homme de banque rigide et pragmatique, luttait avec l'idée d'une fugue planifiée. Cette théorie, bien que dénuée de preuves, lui offrait une forme de conclusion, aussi amère fût-elle, tout en alimentant un sentiment de honte et de ressentiment. L'idée que son fils aurait pu fuir, abandonnant sa famille sans un mot, était une blessure narcissique profonde. À l'opposé, Margot Durand, l'épouse d'Henri, imprégnée d'une spiritualité plus profonde, affirmait ressentir la présence de son fils, convaincue qu'il n'était pas mort. C'est elle qui, inlassablement, continua de contacter les journalistes et de maintenir le cas en vie dans la mémoire publique, refusant de laisser l'oubli recouvrir leur douleur. Pierre Lefebvre, le père de Marianne, le charpentier habile de Saint-Malo, ne fit jamais confiance aux conclusions policières. Animé par un instinct paternel indomptable, il se lança dans sa propre enquête. Pendant des années, il arpenta les chemins de campagne isolés, visitant les fermes abandonnées, les cabanes reculées, cherchant désespérément un signe, une trace que la gendarmerie aurait pu ignorer. Il se murait souvent dans son atelier, son travail du bois étant la seule activité qui parvenait à calmer la tempête de son esprit. Colette Lefebvre, son épouse, profondément pieuse, était tourmentée par des rêves prémonitoires d'une clarté déchirante. Dans ses songes, Marianne l'appelait à l'aide, prisonnière, implorant son secours. Ces visions nocturnes amplifiaient son angoisse et renforçaient sa conviction qu'un sort funeste s'était abattu sur sa fille, loin de toute noyade en mer. Saint-Malo, la ville fortifiée, ne retrouva jamais sa pleine insouciance. Le mystère des disparus devint une légende locale, une histoire chuchotée, un poids invisible qui planait sur les ruelles pavées et les cafés animés.
La tragédie avait imprimé sa marque sur l'identité de la cité, transformant un simple fait divers en un silence assourdissant, un rappel constant de l'inconnu. Chaque année, à la mi-juillet, l'ombre des 3 jeunes gens planait un peu plus lourdement. Au cours des années 1980, une décennie après les disparitions, un événement apparemment sans lien se produisit. Des ossements humains furent découverts par hasard dans un terrain isolé, une parcelle boisée à quelques kilomètres des côtes bretonnes. À cette époque, les méthodes d'expertise médico-légale étaient rudimentaires, et les failles de l'expertise ne permirent pas d'établir de lien clair avec le cas de 1975. Les restes furent examinés, puis archivés comme non identifiés, un autre fragment d'énigme perdu dans les méandres des dossiers poussiéreux. Personne ne pouvait alors imaginer que ces os, oubliés dans l'indifférence, finiraient par détenir la clé de l'un des plus grands mystères de la région, un secret patiemment gardé par le temps, prêt à surgir près d'un demi-siècle plus tard. Les familles, vieillissantes, continuèrent d'attendre, leurs espoirs s'amenuisant, mais jamais tout à fait éteints, dans l'attente d'une vérité qui semblait ne jamais vouloir se révéler. 50 ans s'étaient écoulés depuis ce funeste été de 1975. 50 années de silence, de douleur contenue pour les familles, et d'une énigme ancrée dans la mémoire collective de Saint-Malo. Le cas des 3 disparus était passé du statut de tragédie nationale à celui de légende locale, un spectre dont la présence, bien que diffuse, continuait de hanter les esprits. Les dossiers jaunissaient dans les archives de la gendarmerie, et la décision du commissaire Roche de classer l'affaire était devenue un symbole de l'impuissance des autorités de l'époque face à l'insondable. Puis vint l'année 2025. Un demi-siècle après, alors que la ville s'apprêtait à commémorer, non sans une certaine mélancolie, l'anniversaire de ces disparitions, le destin, sous la forme d'un objet ordinaire, allait bouleverser l'ordre établi. François Delattre, un collectionneur d'objets anciens de 63 ans, arpentait les allées d'une salle de vente aux enchères parisiennes, son regard aiguisé scrutant les lots disparates. Passionné par les témoins du passé, il cherchait non pas la valeur intrinsèque, mais l'histoire que chaque objet pouvait raconter. Ce jour-là, son attention fut attirée par un lot de boîtes en carton contenant des photographies argentiques datant des années 70. Des clichés de vacances, des portraits de famille, des scènes de vie quotidienne, autant de fragments d'existence anonyme. Delattre, avec la patience d'un archéologue, se mit à les trier. Au milieu de cette collection hétéroclite, une image en noir et blanc retint son souffle. La photo, de format standard, présentait un groupe de jeunes gens souriants, figés dans un instant d'insouciance devant une maison de campagne à l'allure désaffectée. La façade de pierre, les fenêtres brisées, la cheminée noircie par le temps, l'esthétique générale suggérait une scène ordinaire, peut-être une exploration innocente de lieux abandonnés. Pourtant, un détail, d'abord imperceptible, puis d'une clarté glaçante, fit vaciller Delattre. Dans le reflet trouble d'une des vitres brisées, juste derrière le groupe principal et comme suspendu entre le monde réel et un autre, apparaissaient 3 visages supplémentaires. Ils étaient nets, bien que légèrement diaphanes, comme des apparitions photographiques. François Delattre porta la photo plus près de ses yeux. L'incrédulité laissa place à une certitude dérangeante. Ces 3 visages, empreints d'une expression indéfinissable mêlant la surprise et une légère anxiété, étaient ceux de Claire Moreau, d'Étienne Durand et de Marianne Lefebvre. Les traits de Claire, son regard intense, la carrure d'Étienne, la délicatesse des traits de Marianne, tout y était, à la fois familier et irréel. Un frisson parcourut l'échine de Delattre. Il retourna fébrilement le cliché. Au verso, manuscrite à l'encre bleue, une date, 20 juillet 1975. L'impact fut immédiat et brutal. Le 20 juillet 1975. C'était précisément le jour suivant celui où les 3 jeunes avaient été vus pour la dernière fois, le lendemain de leur supposé départ pour la plage isolée. Cette photographie, oubliée depuis des décennies, détruisait d'un seul coup toutes les théories établies, l'hypothèse de la noyade, celle de la fugue immédiate. Claire, Étienne et Marianne étaient bel et bien vivants, quelque part, au moins 24 heures après leur disparition officielle, et ils se trouvaient devant cette maison de campagne abandonnée. Conscient de la portée historique et judiciaire de sa découverte, François Delattre ne perdit pas un instant. Il se rendit à la gendarmerie de Saint-Malo, où il fut reçu par la capitaine Élise Martin, une femme de 41 ans, connue pour sa rigueur et sa détermination. Martin, qui avait hérité du spectre des disparus de 75 à son arrivée dans la ville, écouta le collectionneur avec une attention d'abord empreinte de scepticisme, puis d'une fascination grandissante. Lorsque Delattre lui tendit la photo, la capitaine Martin sentit son cœur manquer un battement. Elle examina l'image avec une précision chirurgicale, son regard d'enquêtrice s'attardant sur chaque détail, du grain du papier aux expressions figées sur les visages.
La date inscrite au dos, confirmée par un examen préliminaire, fut le déclencheur. L'affaire, restée en sommeil pendant un demi-siècle, venait de se réveiller avec une force inattendue. La capitaine Martin ordonna l'ouverture immédiate d'une nouvelle enquête. La photographie fut envoyée au meilleur laboratoire forensique de France. Grâce aux technologies modernes de reconnaissance faciale, les identités de Claire Moreau, Étienne Durand et Marianne Lefebvre furent formellement confirmées. L'authenticité de la date fut également attestée, validant la chronologie troublante. La preuve était irréfutable. L'énigme de Saint-Malo n'était pas un simple accident, ni une fugue juvénile. Elle était un crime, et cette image, un écho gelé du passé, en était la première pièce du puzzle. La nouvelle de la réouverture du dossier se répandit comme une traînée de poudre, ravivant l'espoir et la tension dans les familles, et plongeant la ville dans un mélange de choc et d'anticipation fiévreuse. Le silence de 5 décennies était enfin brisé. La découverte de la photographie par François Delattre et la réouverture de l'affaire par la capitaine Élise Martin en 2025 marquèrent un tournant décisif. L'image, véritable relique figée dans le temps, devint le point d'ancrage d'une enquête nouvelle, dotée de ressources technologiques insoupçonnées 50 ans plus tôt. L'équipe de la capitaine Martin, revitalisée par cet espoir inattendu, avança avec une rapidité et une détermination qui contrastaient avec l'impasse d'autrefois. Le premier objectif fut d'identifier avec certitude la maison de campagne visible sur le cliché. Grâce à l'architecture distinctive du bâtiment, notamment la forme de sa cheminée et l'orientation des toits, ainsi qu'à des analyses géospatiales poussées des fonds photographiques de l'époque, les enquêteurs parvinrent à localiser la propriété avec une précision remarquable. Elle se trouvait à moins de 15 km de la plage isolée que les jeunes avaient projeté de rejoindre, sur une route de campagne qui bifurquait du chemin emprunté par la bicyclette d'Étienne. Les archives cadastrales révélèrent que cette ferme, alors isolée et quelque peu délabrée, appartenait en 1975 à un homme du nom d'Armand Leclerc. Le profil d'Armand Leclerc commença alors à émerger des dossiers jaunis. Agriculteur solitaire d'environ 45 ans à l'époque des faits, Leclerc était connu dans la région pour un comportement jugé instable et un historique de violence. Des témoignages d'anciens voisins, exhumés par les enquêteurs de Martin, faisaient état d'accusations récurrentes de cruauté envers les animaux de sa ferme, et de violentes altercations. Il était un homme énigmatique, peu sociable, entouré de rumeurs, mais n'avait jamais été formellement inculpé pour des faits graves. Le plus troublant fut la découverte que Leclerc avait subitement quitté sa propriété quelques mois seulement après la disparition des 3 jeunes, abandonnant sa ferme et disparaissant des registres officiels, comme s'il avait cherché à effacer toute trace de son passage. C'est à ce moment que la capitaine Martin et son équipe réalisèrent une connexion cruciale, une pièce manquante du puzzle qui allait lier le passé au présent avec une effroyable clarté. Les archives judiciaires locales mentionnaient la découverte, dans les années 1980, d'ossements humains dans un terrain boisé situé à proximité immédiate de l'ancienne propriété d'Armand Leclerc. À l'époque, les techniques de la médecine légale, alors limitées, n'avaient pas permis d'établir de lien formel avec les disparus de Saint-Malo, et ces restes avaient été classés comme non identifiés, un simple dossier parmi tant d'autres. La capitaine Martin ordonna une nouvelle exhumation et une analyse approfondie des restes. Les examens forenses modernes, utilisant la datation au carbone 14 et les analyses ADN les plus avancées, confirmèrent sans équivoque que les ossements appartenaient à 2 femmes et un homme, dont l'âge estimé correspondait précisément à celui de Claire Moreau, Étienne Durand et Marianne Lefebvre au moment de leur disparition. La vérité, enfouie sous la terre et le temps, commençait à se manifester. Les détails des découvertes furent macabres et glaçants. Non seulement les ossements correspondaient aux victimes, mais les légistes mirent également au jour des fragments de tissus datant des années 70, ainsi que des chaînes rouillées. Ces éléments, porteurs de marques d'usure et de corrosion, suggéraient fortement un confinement. Les experts conclurent que les victimes avaient été ligotées ou entravées pendant un certain temps. Les signes de violence sur les ossements, bien que subtils après des décennies, étaient cohérents avec une mort non naturelle, probablement brutale. Avec toutes ces preuves convergentes, la police put reconstituer les derniers pas des 3 jeunes. Claire, Étienne et Marianne, se dirigeant vers leur plage isolée, furent probablement interceptés sur la route par Armand Leclerc. Il les aurait contraints à le suivre jusqu'à sa ferme isolée. La photographie, datée du 20 juillet 1975, prouvait qu'ils avaient été retenus en captivité pendant au moins 24 heures, période durant laquelle ils furent forcés de poser devant la maison, peut-être sous la contrainte, pour une raison qui restait encore à éclaircir. Ce cliché, où leur visage diaphane et anxieux apparaissait en reflet, était le dernier témoignage de leur existence. Après cette prise de vue, ou peu après, ils furent assassinés par Leclerc.
Les circonstances exactes de leur mort demeuraient encore à élucider, mais le lien avec le fermier solitaire était désormais indéniable. Ce fut à la capitaine Élise Martin que revint la tâche la plus difficile, annoncer aux familles vieillissantes la conclusion de l'enquête. Jean-Pierre et Suzanne Moreau, Henri et Margot Durand, Pierre et Colette Lefebvre. 50 ans de questions, de spéculations, d'espoir vain, s'achevaient sur une vérité amère et brutale. Il n'y avait eu ni fugue romantique, ni accident tragique en mer. Il y avait eu un crime, prémédité et cruel. La photographie, autrefois une simple relique oubliée, s'était transformée en l'écho gelé du dernier moment où Claire, Étienne et Marianne étaient encore en vie. Elle était la preuve irréfutable qui avait démêlé un mystère d'un demi-siècle, offrant enfin aux familles une forme de clôture, non pas avec soulagement, mais avec la certitude glaçante que la vérité, même la plus sombre, finit toujours par refaire surface, même après des décennies. Ainsi, après un demi-siècle où le temps et le silence s'étaient confédérés pour enfouir la vérité, une image solitaire, vestige d'un passé oublié, a déchiré le voile. La photographie, miroir fantomatique des derniers instants de Claire, Étienne et Marianne, a révélé non pas une fugue romantique ni une tragédie maritime, mais le déroulé glaçant d'un enlèvement, d'une captivité et d'un crime prémédité. Les familles, marquées par l'attente, ont finalement reçu la certitude, une fin amère qui a mis un nom sur l'horreur, mais sans apaiser la blessure. Ce récit demeure un témoignage poignant de la patience du temps et de la persévérance de la vérité. Il nous rappelle que certains secrets, même ensevelis sous des décennies d'oubli, portent en eux une lueur, un fragment de réalité capable de bouleverser l'ordre des choses. Et que la mémoire collective, bien que fragile, peut être ranimée par un écho du passé, une photographie jaunie, transformant l'incertitude en une certitude, aussi douloureuse soit-elle. La lumière, parfois, met un demi-siècle à percer l'obscurité la plus profonde. Que pensez-vous du rôle de cette photographie dans la résolution de l'énigme? Croyez-vous que la vérité est toujours vouée à émerger, peu importe le temps qui passe? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si le destin des mystères irrésolus vous fascine, n'hésitez pas à explorer nos autres enquêtes glaçantes sur Vestiges d'un mystère. Abonnez-vous à Vestiges d'un mystère pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des profondeurs de l'histoire criminelle. Et si cette narration vous a captivé, laissez un pouce bleu, c'est un soutien précieux.